Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui François-Laurent Faquez, directeur général des services du SIAV. Alors le SIAV, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, sur le thème au secours, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Voilà, ça c'est François-Laurent, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc François-Laurent, tu es un des pionniers, on peut dire ça, tu peux dire un des pionniers au monde en holacratie. Je vais leur donner quelques dates pour qu'on ait ça en tête. Et puis en tout cas, c'est sûr, le pionnier en holacratie dans le monde du secteur public. Et je me rappelle t'avoir rencontré pour la première fois quelque part fin 2013 ou début 2014. C'était à Paris, Porte-Maillot, une petite formation. Là, il y avait aussi Philippe Pinault de Hola Spirit. Le logiciel n'existait pas à l'époque. Et dans la foulée, je sais qu'assez rapidement, tu es venu te former à la formation de praticien. Nous avons eu la chance de t'avoir sur une semaine en mars 2014. Et puis ensuite, tu as embarqué tout ton comité de direction, tu les envoyais en formation. Et le 6 novembre 2015, j'ai la date, si tu me diras si je me trompe, le 6 novembre 2015, tu lances avec notre aide Holacracy au SIAV. Et le 13 février, après notre accompagnement, vous êtes déclaré autonome. C'est bien ça les dates ? C'est ça. On était lâchés solo, alors sans pilote peut-être, où on était tous copilotes pour essayer d'avancer avec cette nouvelle technologie. Et oui, là c'était des grands moments. Je me rappelle bien, c'était sympa. Donc 5 ans, ça fait plus de 5 ans maintenant que vous pratiquez, quasi jour pour jour. Donc c'est quand même pas rien à fêter. Je suis ravi donc d'avoir cet espace de conversation. On va focaliser sur le thème du management et du self-management parce que l'un ne va pas sans l'autre. Notre session de ce jour, on ne peut pas tout traiter, on va essayer d'être focus là-dessus, sauf si les auditeurs nous emmènent ailleurs. Quelqu'un en suivra, bien sûr. Nous allons d'abord commencer par quelques questions que j'ai préparées et ensuite, nous prendrons les questions des participants. Donc, François Laurent, tu es un homme passionné par le management, par l'humain. Je peux me permettre de dire tout ça parce que je commence à bien te connaître, et aussi par l'excellence. Tu utilises beaucoup l'excellence et l'excellence territoriale. Holacracy est un outil de management et de self-management. Je me rappelle t'entendre dire, assez souvent d'ailleurs, en parlant de ta prise de fonction en tant que DGS, je te cite, « J'ai pris le pouvoir pour mieux l'abandonner ». Et je me rappelle aussi d'une de tes formules favorites que j'adore et que je réutilise pour décrire l'univers managérial d'avant, celui que tu as connu avant d'adopter Holacracy. Et tu dis quelque chose du genre, un manager, c'est celui qui laisse toujours sa porte ouverte. Tu lui expliques tes idées et tu repars avec les siennes. Alors, ma première question, François Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu veux dire par abandonner le pouvoir et pour quelles raisons, finalement, tu voulais l'abandonner? À, à mon sens et de par mon expérience, parce que c'est celle qui vaut aujourd'hui et n'est pas forcément celle de chacun, c'est juste inspirant et j'espère, mais dans le cas de ma progression dans ma profession, c'est que voilà, on monte les échelons, on monte les marches de la pyramide, et même jusqu'à mon dernier poste avant d'arriver ici, qui était numéro 2 d'une agglo de 280 000 habitants, qui était un poste plutôt intéressant, mais finalement, même les idées que je pouvais suggérer étaient souvent foudroyées en plein vol par le directeur général. Alors, et il avait certainement ses raisons, je les critique pas. C'était le système comme ça, et je me suis dit que pour pouvoir changer les choses, il faut aller chercher le pouvoir. Et donc, finalement, j'ai eu l'opportunité de devenir directeur général, une structure, alors pas aussi grosse que celle où je naviguais avant, mais finalement suffisamment intéressante pour pouvoir explorer un univers, et peut-être pas trop grosse ni trop petite pour pouvoir se lancer dans l'expérimentation. Et donc, une fois que j'ai acquis le pouvoir, il fallait, à mon sens, l'abandonner très vite avant de basculer de basculer dans le syndrome du pouvoir, et que finalement, peut-être, je me suis dit, bah, maintenant, je suis en haut, j'ai les galons, et je vais pouvoir faire ce que je veux. Alors, faire ce que je veux, c'était de dire, eh bien, moi qui prônais d'autres pratiques de management, je me suis dit, bah, maintenant, à toi de le montrer. Voilà, donc je l'ai abandonné avant qu'il m'enivre ce pouvoir. Merci François Laurent. Mais du coup, tu dis que tu avais quelques pratiques ou quelques modèles de management que tu voulais essayer. Il y a beaucoup d'articles sur le web qui disent qu'avec Holacracy, il n'y a plus de hiérarchie et donc on n'a plus besoin de managers. On veut se passer des managers. C'est vraiment une tendance très forte qu'on peut voir sur le web et de façon plus générale. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça et quelle est ton expérience sur ce sujet? Manager ou pas manager? Alors,
Moi, d'abord, je suis un peu mal à l'aise avec le terme de management. Voilà, on y reviendra, je pense, dans l'ensemble. Mais alors, on appelle manager dans la fonction publique, on appelle ça plutôt des chefs de service, des dirigeants intermédiaires, etc. Pour moi, alors ça dépend et de la structure et ça dépend de ceux qui veulent basculer dans autre chose, en fait. C'est des volontés individuelles, souvent. Des fois, on a envie de changer quand on est dans la zone intermédiaire. On aimerait bien que notre chef change. Et comme on a du mal à le faire changer, bah, des fois, on reste dans l'immobilisme ou pas. En fait, euh, ce que je peux lire aussi sur le web, c'est de dire est-ce qu'il faut abandonner le management ou les chefs? Souvent, c'est une question d'attitude, des fois, c'est une question de dogme. Souvent, on parle de bien-être au travail. Alors, on imagine qu'en fait, on n'est pas bien au travail parce qu'il y a des chefs. Moi, j'en suis pas sûr. Le bien-être au travail est tellement lié à des critères individuels que bien quelqu'un va se sentir bien dans un univers et dans le même univers, quelqu'un se sentira pas bien. Pour moi, le changement à mettre en place, un changement d'organisation, un changement de façon comment dire, de diriger la structure, de la piloter, c'est euh, c'est une volonté d'abord de raison d'être de l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut pour cette organisation? Quel est son objet ultime? Et en fonction de ça, quels outils on met en place de performance ou d'excellence pour qu'elle atteigne cette raison d'être. En fait, je pense que l'employeur n'est pas là pour mettre en place du bien-être à ses salariés. Il doit favoriser les conditions pour que chacun s'octroie comment dire, l'expérience et les éléments pour qu'il favorise son intégration, qu'il favorise les meilleures conditions pour lui de travailler et d'exceller dans son travail. Le bien-être est tellement lié, je ne sais pas, est-ce qu'il faut mettre un spa dans une pièce à côté, favoriser le sport, faire plein de sorties tous ensemble, je ne sais pas. On peut très bien être bien dans son travail, ne pas aimer ses collègues. Je veux dire, on demande à chacun, on n'oblige pas chacun à aimer ses collègues ou autres. Le tout, c'est de favoriser les bonnes relations, trouver du sens dans son travail, savoir pourquoi on travaille et savoir pourquoi tous les jours, disons tous les mois, on touche un salaire. Voilà, c'est une action réciproque entre un salarié et sa structure. Et voilà, et l'employeur est là pour favoriser ces bons circuits de relationnels pour que le travail avance et chacun trouve un sens à son travail. Donc, Alors encore, ensuite, ouais, vas-y, vas-y. encore des managers, mais avec un autre nom. C'est quoi la différence dans la posture managériale, si tu me permets encore le mot, si tu en as un autre, je le prendrai volontiers, entre avant et maintenant? Qu'est-ce que tu dirais avec le recul? Aujourd'hui, on est plus, en tout cas les personnes qui étaient plutôt dirigeants ou chefs de service, on essaye de faire en sorte qu'ils soient des exemples déjà dans l'excellence, de montrer qu'ils se forment régulièrement, qu'ils ont une expertise, qu'ils peuvent la mettre à la disposition de chacun pour l'évolution des compétences de chacun, qu'ils aient un caractère de leadership pour montrer qu'ils mettent leurs compétences au service de la raison d'être de l'organisation ou de leur mission, de leur rôle. Et je pense que on doit briller par l'exemple de ces attitudes. Ensuite, comment dire, il faut avoir l'humilité aussi d'admettre que c'est pas parce que on pense qu'on contrôle tout que ça va mieux en fait. Et il faut éviter les goulots d'étranglement. C'est ce que j'ai pu remarquer dans les pyramides où chacun se cache derrière le directeur général ou un cadre intermédiaire et ça fait un goulot d'étranglement général et plein de mini goulots un peu partout. Et en fait, on attend souvent le feu vert pour bouger. Et nous, moi, j'ai considéré que tout le monde avait le feu vert pour avancer. Et si à un moment donné, il faut mettre un feu orange ou un feu rouge, on le mettra, mais on attend que ça arrive. Et peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, si on peut avancer, avancer mieux. Voilà. Et c'est en ce sens que j'ai trouvé intéressant Holacracy. Après, il y a d'autres modèles. C'est celui qui me correspond, qui correspondra à certains et pas d'autres, en fait. Hein. C'est vraiment une part de lâcher prise, que ce soit des anciens dirigeants, des anciens cadres intermédiaires. C'est ce lâcher prise. De dire ben, est-ce que je vais perdre le contrôle, voilà, mais faut juste se dire mais avant est-ce que je contrôlais tout, est-ce que ça allait mieux, pas sûr. Donc voilà, il faut faire ce gap et c'est pas facile. Si je comprends bien entre les lignes, ce que j'entends, c'est que finalement, tu es en train de revisiter, vous êtes en train de revisiter, toi et ton équipe, ce qu'on appelle le management et les fonctions managériales.
et puis le réinventer au fil de ce qui se passe et de ce qui est acceptable ou pas acceptable. Du coup, ça m'invite à une autre question qui est liée à ça, parce qu'on ne peut pas parler de management sans parler de self-management et de collaborateurs, parce que la tendance pour beaucoup, et en tout cas portée par Holacracy et d'autres approches ou d'autres outils, c'est d'aller vers le self-management. Donc, d'abord, c'est quoi pour toi le self-management et comment ça marche? Est-ce que le fait de mettre en place Holacracy, ça a permis effectivement aux personnes de passer de ce qu'elles faisaient à une posture où elles seraient des gestionnaires de rôle, des patrons de rôle, elles s'auto-manageraient? Alors, comme je l'ai dit en introduction, j'ai un peu de mal avec la notion de management parce que j'ai l'impression qu'elle sous-entend une notion de contrôle des individus, en fait, hein, et Hmm. voire du coup de son autocontrôle. Ça veut dire, je m'auto-manage, donc je me mets des limites ou je m'autorise ou je m'autorise pas les choses. Moi, je préfère parler d'autonomie, de prise d'autorité dans le travail et de leadership. C'est s'autoriser tout en fait, s'autoriser l'imagination, s'autoriser toutes nos ressources individuelles. C'est en ce sens que j'entends si on veut parler de self-management. Mais il faut bannir cette notion sous-jacente voilà, de contrôle. On enlève le contrôle et en fait, s'autoriser à perdre le contrôle, c'est de se dire qu'en fait, on travaille avec une communauté de travail, avec une intelligence collective et qu'on peut compter aussi sur les autres et que si on avance trop vite, pas assez, en fait, il va y avoir une autorégulation qui va se faire par l'ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, Holacracy favorise la prise d'autonomie. Voilà. Mais il faut que ça s'installe, il faut prendre en compte l'outil petit à petit et la posture de ceux qui sont plus à l'aise pour aider les autres à prendre leur autonomie. Mais pour que chacun puisse prendre son autonomie, il faut que ceux qui avaient le pouvoir avant laissent de l'espace, laissent de la place. Voilà. Alors certains étaient disposés à tout de suite prendre leur autonomie. Il a juste fallu qu'on lâche les rênes et puis voilà, les chevaux sont partis au galop. Et pour d'autres, reine ou pas reine, le cheval est resté ici en fait. Hein. Il faut du temps, il faut de l'introspection. Voilà, il faut que les anciens hiérarques laissent la place. Il faut que chaque cheval qui est potentiellement peut-être un cheval de course s'autorise à galoper. Hein. J'aimais bien l'image de l'éléphant que nous avait transmis un jour Bernard Marie. C'est le fait qu'un éléphanteau, on l'attache à un piquet quand il est petit, et plus tard, quand il grandit, en fait, il a toujours le piquet et il sait qu'il a en conscience qu'il ne peut pas bouger parce qu'il y a le piquet, alors qu'avec un coup de patte, il pourrait écraser le piquet et partir tout seul, en fait. Hein. C'est que chacun se dise, mais le cordon est coupé et je peux y aller, quoi. Voilà. Hmm. Qu'est-ce Mais qui ça, fait? il faut du temps. Ouais. C'est psychologiquement, individuellement différent, et en fait. Qu'est-ce qu'il faut, avec un peu de recul, que je commence, même si c'est encore toujours trop tôt, mais il y a quand même 5 ans maintenant, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui fait que certains, comme tu dis, se sont emparés, sont autonomes et se sont emparés et développé un leadership, et d'autres pas? Est-ce que c'est simplement inhérent aux personnalités des uns des autres ou aux volontés des uns des autres, ou est-ce que c'est aussi lié à l'environnement et en particulier à cette posture du hiérarque dont tu dis qu'il est essentiel qu'il laisse sa place? Je pense qu'il y a tellement de paramètres. C'est pour ça que il faut vraiment prendre conscience qu'Holacracy est un outil comme d'autres outils d'innovation managériale. C'est lié à l'histoire, à la culture d'entreprise. C'est lié aux personnalités individuelles. C'est lié à cette image de la pyramide qui était là. Et c'est pas parce que d'un seul coup, on a arrêté, on dit il n'y a plus de pyramide. Dans la conscience, elle est toujours là, en fait. Hein. C'est comment dire, se déshabituer pour se réhabituer. C'est pas simple, même encore 5 ans après, il y a toujours un petit peu de scorie qui reste encore. Hein. Et des fois, on pourrait tendance, nous, managers, des fois, quand on pense que ça va pas assez vite ou on voudrait avancer plus vite, eh bien, on a tendance à essayer de réoccuper l'espace qu'on avait laissé avant. Peut-être aussi parce que cet espace n'a pas été occupé ou d'autres l'ont pas occupé. Donc, vous savez, comme la nature horreur du vide, ceux qui ont un certain charisme et un leadership vont aller prendre la place. Le tout, c'est de savoir si ça crée comme on le dit dans le langage de Holacracy, des tensions, en fait. Hein, et
et ces tensions, comment on les gère. Après, je considère, moi restant à la tête de la structure en tant que DGS, vis-à-vis institutionnellement, ça existe. Je suis la référence de la collectivité vis-à-vis Ouais. des élus, vis-à-vis des institutions. Donc ça, ça existe toujours. En fait, c'est juste le rapport au travail qui a changé en fait entre nous. Mais moi, je porte aussi la raison d'être de la structure avec les élus, et donc il faut aussi que ça avance. Et donc, je pousse, et puis à chacun de prendre son espace. Mais quand je pousse avec les outils, avec l'intelligence collective, et non plus en donnant des ordres. En fait, c'est ce rapport-là qui a changé. Et quand tu parles de ce qui a changé, c'est le rapport au travail, donc toi en posture DGS ou les autres managers. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner des pistes pour que les auditeurs puissent mieux cerner ce dont tu parles, peut-être illustrer? Ça veut dire quoi de changer le rapport au travail? Le rapport au travail, à mon sens, c'est que il faut donner à chacun ses espaces de parole pour pouvoir amener ses tensions, amener ce qu'il vit au quotidien. On considère que celui qui fait est celui qui sait. Voilà, c'est celui qui travaille au quotidien, qui porte ses missions, qui est le plus à même de détecter les dysfonctionnements ou les points positifs et les amener et les partager en fait, plutôt que ça reste cloisonné. Et c'est là où ceux qui ont l'habitude de trop parler, comme moi par exemple, c'est de laisser la place et écouter les autres. Parce que souvent dans les réunions classiques, et même encore parfois dans nos réunions à la CRACI, c'est que on attend, euh, on attend la parole du chef ou de l'ex-chef, ou voilà, où j'ai tendance plutôt, et j'essaye de ne rien dire ou de ne pas participer à ces réunions. Si je n'y ai pas de rôle, en tout cas, je n'y suis pas. Mais même des fois, quand j'ai des rôles, je n'y vais pas pour laisser ces espaces de parole. Et voilà, alors, par rapport au début, effectivement, maintenant, quasiment tout le monde prend la parole, amène ses tensions. Voilà, c'est ce qui a évolué. Et puis, on est plus considérés, les ex-managers, comme plutôt des experts. Voilà. Et on vient chercher un conseil, on vient chercher un élément de réflexion. Voilà. Mais la plupart du temps, quand on vient me voir maintenant, c'est voilà, la phrase clé, c'est de quoi as-tu besoin? Et je leur dis, si vous venez chercher une décision, vous ne l'aurez pas. Voilà. Ou alors, si vous voulez une décision, c'est non. Voilà, je dis non. La décision, c'est non. Et ce qui est ce rapport-là, c'est de dire, voilà, vous voulez une décision rapide, je ne connais pas le contexte, je vous dis non. Peut-être que vous pouviez la prendre tout seul, cette décision. Voilà, c'est pour montrer que je peux encore une limite, un frein à l'évolution de leur mission. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est vrai pour toutes les décisions ou il y a quand même des décisions qui t'incombent? Ah oui, j'ai des rôles. J'ai des rôles dans l'organisation et des rôles avec des autorités, même des domaines. Donc, le domaine, s'il n'y a que moi dans mon rôle, considéré, par exemple, j'ai un rôle qui est juriste dans la structure, parce que je porte l'intégrité juridique de la structure. Et par exemple, j'ai un domaine qui est l'arbitrage juridique. Donc, il n'y a que sur des propositions qu'on va me demander, on vient chercher ma décision et je vais la donner. Et souvent, c'est pas sous forme de décision. On a mis des règles en place qui dit que vous pouvez faire ceci, cela, mais après avoir pris en compte les objections du rôle juriste. Voilà. Et une objection de notre langage, c'est une raison qui ferait que si on adoptait la proposition qui est faite par le rôle considéré qui vient chercher un avis, nous causerait du tort, nous ferait régresser. C'est pas je dis non, je dis oui. C'est-à-dire que si je dis non, pour faire ce qui m'est proposé, c'est que je dois montrer en quoi ça ralentirait la structure. Vous voyez, c'est pas juste je dis non parce que j'ai pas envie ou Ouais, parce que c'est trop facile des fois de dire non. C'est ouais, plus simple. c'est argumenté, c'est pas Voilà, un c'est droit, ça. c'est pas un droit de veto. Et C'est après, en argumenté. fait, ça fait progresser parce que le rôle qui vient m'interroger, du coup, après, il connaît le cadre et il peut avancer tout seul. Il n'a plus forcément besoin de l'avis juridique sur ce point-là parce qu'on a évolué, parce qu'on a créé une règle, du coup, qui a généralisé cette action. Voilà. Et toujours avec l'intelligence collective. Voilà. Parce que créer des règles, c'est bien, mais si ça vient déstructurer ou ralentir les missions d'autres rôles, il faut trouver la règle qui doit être le plus petit commun multiple, le PPCM, comme on disait, voilà, en mathématiques. Voilà. C'est-à-dire que trouver la règle qui permet de faire avancer sans détruire le reste. Quoi. Voilà. Si je comprends bien François Laurent, et j'aime bien une petite formule là-dessus, c'est pas parce qu'on est manager qu'on est à l'abri d'avoir des expertises. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, les hiérarques, les managers et tout le monde dans l'entreprise a des expertises. Et du coup, Holacracy leur permet de donner l'autorité qui va avec l'expertise.
n'est pas obligé de passer par la case manager, qui était souvent sur certains terrains de jeu, pas tous, sur certains terrains de jeu qui n'étaient pas forcément experts sur le sujet. Mais du coup, et effectivement, donc, rôle de manager va devenir, alors, trois petits points, plus des rôles opérationnels, toi sur le juridique, par exemple, parce que c'est un de tes domaines d'expertise. Mais du coup, je reviens à ma question sur le management. Est-ce que vraiment ça serait possible? Il me semble qu'il y a un rôle qui est le leader de cercle, donc il y a aussi des rôles de management qui portent des fonctions managériales comme le leader de cercle. Comment vous avez mis en place, comment ça fonctionne chez OSIAF, ces fonctions managériales? Ou est-ce que peut-être qu'il n'y a plus de leader de cercle et toutes les fonctions managériales ont été déportées sur des processus, ce qui est possible aussi, en tout cas intellectuellement? Oui. Alors, euh, souvent, je vais revenir un petit peu sur les managers. On a la plupart du temps, et certainement ça a été mon cas aussi, c'est que souvent on monte et on prend des places de manager parce qu'on a une expertise, parce qu'on maîtrise certains domaines. On s'est dit, bah, lui, c'est bien de le mettre chef parce qu'il maîtrise le domaine. Mais un spécialiste dans un domaine ne fait pas forcément un bon manager dans le sens gestion d'équipe, coordination d'équipe, savoir lâcher prise, savoir confier, savoir déléguer. Ou souvent, quand on a un domaine d'expertise, on a du mal à déléguer parce qu'on considère que les autres vont faire moins bien que nous finalement. Et donc, on ralentit la machine. Et donc, on peut très bien avoir des experts qui font de très mauvais managers et on peut avoir des gens qui ne maîtrisent pas forcément très bien les matières, mais par contre, qui maîtrisent la cohésion d'équipe. Et voilà. Donc, c'est deux métiers finalement. Et parfois, en tout cas, Holacracy nous a permis peut-être d'enlever des gens qui avaient du mal à manager les équipes, mais pourtant, avec leur domaine d'expertise, peuvent être leaders de cercle, peuvent porter le fait faire des arbitrages sur certains éléments techniques, le fait de connaître le business du cercle, hein, la matière, pour essayer de faire évoluer les choses, et moins dans le management de personnes. Holacracy nous permet ça. Donc, finalement, nous déconnecte du management et de la gestion de l'humain dans le sens direct. On l'utilise plutôt comme un outil de coordination, un outil d'intelligence collective et non plus le fait de s'occuper d'humains en direct. Après, il y a d'autres rôles qui sont créés pour gérer l'humain. Voilà, dans des rôles de lien social, des rôles liés aussi au recadrage, hein, des personnes qui dérivent dans leur travail ou un point de comportement qui n'est pas en phase avec les obligations du fonctionnaire. D'ailleurs, ce rôle s'appelle obligation. Voilà. Et je le porte. Et les deux DGA, parce qu'il y a deux DGA qui sont là aussi avec moi et qui suppléent quand je suis absent et qui maîtrisent aussi des choses d'un point de vue technique et administratif, parce que j'ai un DGA technique, un DGA administratif. L'un gérant par exemple les évaluations professionnelles dans le domaine administratif, l'autre technique, et moi je fais les évaluations professionnelles des DGA et quelques contrats privés qu'on a également qui sont à un niveau A. Et donc, on n'abandonne pas. Alors, c'est abandonner le pouvoir, mais on ne laisse pas aller la structure. Alors, peut-être qu'au début, on était très perturbé hein, de se lancer dedans et on a l'impression qu'après, chacun faisait ce qu'il voulait, en fait. Peut-être qu'il y a eu une différence entre j'ai toute autorité dans mes rôles et maintenant on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'était un peu les dérives, c'était aussi une façon de résister hein, parce que tout changement d'organisation et c'est pas lié au lacratie, ça c'est lié au fait qu'on change les codes, on change les règles, on change les critères, on change les repères. Ils font que on fait de la résistance au changement. Même avant, si on dit ça marche pas bien, et dès que on change, après on dit ouais mais c'était mieux avant finalement. Voilà, donc mais ça c'est complètement humain cette relation là. Et donc le fait d'y mettre holacratie, alors certes, il faut se l'approprier l'outil, mais comme tout outil, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Hein, on n'a pas fait un ébéniste en mettant juste un maillet, un ciseau à bois entre les mains d'un apprenti et il sera certainement maître ébéniste dans 10 ou 15 ans. Ben là, c'est pareil, il faut pratiquer. Et donc, Holacracy a mis beaucoup de transparence sur le travail et on a vu le bon comme le moins bon. Et donc, chacun peut plus se cacher. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il a fallu remettre non plus d'autorité dans le travail, puisque ça, chacun garde toute autorité dans ses missions, mais de l'autorité sur le travail. Et c'est là où on a fait évoluer, on a créé un cercle, un supracercle qui vient faire ce qu'on appelle le pilotage. Et on l'a appelé pilotage de la stratégie. Et c'est là où, dans ce cercle, on insuffle les choses qui viennent des décisions du pouvoir politique, des choses qui ont été détectées vis-à-vis de l'extérieur et des choses où on constate des mauvais comportements et parfois qui sont traités dedans. Et derrière, ça permet ou de créer des règles
pour que les comportements changent. Et ces règles sont créées que, l'intelligence collective, ou alors c'est un recadrage individuel, mais comme ça pourrait se faire partout. Là, il n'y a pas besoin holacratie ou pas holacratie. À un moment donné, il faut rappeler au salarié qu'il est lié à un contrat de travail, même si nous, c'est lié à des statuts, mais voilà, rappeler qu'il y a des règles, on a des droits et des devoirs, il faut les faire. Voilà. Et ça, c'est indépendant de l'holacratie. C'est le fait pour que la boîte tourne bien. Donc, si je comprends bien, François Laurent, on commence à creuser la façon dont ce qu'il y a, en tout cas dans le contexte du SIAV, derrière le mot management. Moi, ce que j'entends, c'est que, bon, déjà, quand tu parles de management, on entend beaucoup de RH, mais en fait, ce que tu dis, c'est que vous avez différencié. Donc, le leader de cercle, il n'a pas de fonction management RH à proprement parler. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse, à travers l'intelligence collective, animer, avoir une équipe cohésive. Et par contre, vous avez d'autres rôles pour gérer en fait toutes ces fonctions RH. Et en plus, le troisième pilier, vous avez ce cercle de pilotage. Donc là, tu as parlé de pilotage, qui à la fois couvre toutes les fonctions statutaires en fait des DGS et DGA vis-à-vis de l'extérieur, et aussi assume son rôle de recadrage, d'ordre de hiérarque en fait de façon générale. Donc il y a un peu, c'est basé sur votre architecture aujourd'hui en termes de management au sens large, pas uniquement sur la question des RH, mais aussi sur la question du business, soit avec l'extérieur, soit avec le travail dans les cercles. Est-ce que je résume bien ce que j'ai compris de ce que tu as dit? C'est ça, mais c'est pas venu tout de suite. C'est là où c'est intéressant avec Holacracy et cette intelligence collective, c'est que on a des outils pour évoluer. La réalité, c'est la réalité qui nous a amené que on a constaté une dérive. Il fallait avancer, pas se dire ah bah de toute façon. Et c'est un peu ce que j'ai vécu au début. Je me suis dit bon bah voilà Holacracy, ça va pas, je perds le contrôle, tout part en live. Je n'avais pas intégré le fait que chacun était dans une souffrance, non pas pour Holacracy, mais la souffrance du changement. Et moi aussi, finalement, j'avais cette souffrance, même si j'étais volontaire et je voulais. Alors, parce que effectivement, c'est nouveau. C'était nouveau aussi pour vous de nous implémenter dans la fonction publique. On a tous vécu une expérience et maintenant, c'est plus facile de témoigner et après de dire ce qu'il fallait faire avant. Ça, c'est des fois un peu, je le vois aussi avec le Covid, tout ce qui dit, il aurait fallu faire ça, mais c'est facile de le dire après. Bon, ben, là, c'est pareil. Bon, et donc, ça s'appelait expérience, on avance, on n'est pas mort, mais on a douté à plein de moments. Et la meilleure façon de lutter contre le doute et de dire on arrête tout, c'est une tension, on la remet sur la table et on utilise l'outil Holacracy. Et c'est ça qui est fort dans cet outil, c'est que c'était une tension comme une autre. Tout est tension. Et la tension, hein, je le rappelle, c'est l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Voilà, donc on mesure un écart et on le traite. Et c'est là où j'ai vu l'aide d'intelligence collective et moi qui pense des fois avec mon ego surdimensionné, tout savoir, surtout tout contrôler, je pense que je maîtrise mieux que tout le monde. Et c'est là où j'ai eu des grandes épreuves d'humilité avec des personnes qui parfois n'étaient pas forcément d'un grade, on va dire, hiérarchique et qui m'amenaient par contre une vision de l'humain à l'intérieur et ce qui m'a fait évoluer. Et donc, c'est voilà, en plusieurs années qu'on s'est dit, il manquait en tout cas, peut-être par rapport Entendez, ça va, vous m'entendez ou Oui, pas? parfait, parfait. Non, c'est parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir des problèmes de batterie sur mes écouteurs. Bon. Et donc, on se rend compte, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin, peut-être lié à nos statuts de la fonction publique, à ce lien de subordination qui existe tout de même de toute façon, de remettre une couche d'autorité sur le travail et non pas dans le travail. Voilà, pour régler quand il y a quelques mauvais comportements. Mais est-ce qu'ils sont mauvais des comportements? C'est peut-être des comportements qui ne seraient pas en phase avec la direction qu'on veut donner au fonctionnement de la collectivité, sauf s'il y a des vrais problèmes liés à des obligations statutaires. Mais après, le mauvais comportement ou comme on pourrait dire le bon ou le mauvais travail, on fait bien ou pas bien son travail, tout ça dépend de référentiel. Est-ce que le référentiel, c'est un référentiel qui réfléchit avec l'intelligence collective ou le référentiel donc qui serait explicite, ou alors c'est le référentiel implicite du chef de service qui pense que c'est comme ça qu'on travaille bien. Voilà, et ça, c'est là-dessus. On lutte contre l'implicite pour mettre en transparence et tout en explicite. Et la règle qui est bien faire son travail aujourd'hui, qui est par rapport à des critères, demain, les critères peuvent changer et donc on est obligé de s'adapter. Et c'est vraiment, et d'ailleurs, la situation du monde qu'on a aujourd'hui avec le Covid, c'est s'adapter ou périr. Donc, Holacracy est pour nous justement une bonne voie pour s'adapter et de se réinventer. Je peux vous dire que là, on est en train de remettre
tout à plat. On remet tout à plat et pour autant, on ne déstabilise pas parce que le travail continue, chacun fait son travail, mais on repense les éléments parce que le monde change autour de nous et c'est un outil qui permet de coller à la réalité et la réalité change, on doit changer. J'adore ce que tu dis, François Laurent. Effectivement, moi, je le vois aussi comme toi. C'est-à-dire que le holacratie, c'est un algorithme. Je utilisais moins un peu savant, mais c'est tellement vrai. C'est un algorithme évolutionniste. C'est comme si que, une fois que tu as investi dans la mise en place de l'holacratie, mais après, tu as quelque chose au sein de l'entreprise qui fait que le changement, c'est pas un sujet. Il suffit que tu alimentes avec les tensions et ça va aller là où ça doit aller. Et c'est ce que j'entends de toi. Et tout ça alimenté par la réalité. J'ai adoré quand tu as dit, ben, c'est la réalité qui nous guide. Parce que c'est vraiment ça, en fait, l'essence de l'holacratie. Holacratie dit rien. Je trouve ça assez extraordinaire, ne dit rien sur la question du management, pas du management, ne dit rien sur le lien de subordination. Et du coup, c'est par en le vivant, enfin c'est vivant. Donc c'est en allant commencer à pratiquer cet outil, en apprenant à le maîtriser de plus en plus, et qu'on peut alimenter finalement avec n'importe quel sujet l'holacratie pour faire évoluer les choses au sein de la structure. Et je trouve ça, c'est vraiment, vraiment intéressant de t'entendre. Quand je t'écoute, en fait, je fais le parallèle avec tous les clients que j'ai eu à accompagner qui ont traversé des étapes probablement différentes les uns des autres, mais globalement, il y a toujours eu la crise de la phase exécrable que tu as citée tout à l'heure, où il y a des personnes qui ont tellement projeté sur holacratie, parce que je pense que c'est ça le truc, tant que tu ne l'as pas suffisamment pratiqué, qu'elle dit, bah, moi, en holacratie, je fais ce que je veux. Et puis de l'autre côté, côté management, tu as des managers qui finalement avaient tellement compris qu'il n'y aurait plus de management que du coup, ils se mettent en retrait par rapport à leur rôle de leader de cercle, de peur de freiner un processus de déhiérarchisation comme ils ont vu à la télé dans je ne sais pas quel film. Et du coup, ça, c'est préjudiciable parce que le manager, il a quand même beaucoup, beaucoup à apporter. Et en plus, quand il ne connaît pas encore holacratie, il peut avoir peur aussi de ne pas savoir utiliser les bonnes règles et donc, du coup, de transgresser, d'un manque de congruence des équipes, etc., etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que le SIAF, finalement, même si vous êtes dans le secteur public, je retrouve, quand je t'écoute, des patterns que je vois dans d'autres secteurs, chez Wind Pharma, chez Zappos aussi. Chez Zappos, on a énormément appris, ou chez Arcadie ou d'autres. Donc, quels autres enseignements tu tires, s'il y en a d'autres, sur la question toujours du management et du self-management, tu tires au bout de 5 ans? On a beaucoup évolué, on a passé des phases difficiles aussi, hein, parce que tous les témoignages que j'ai pu faire, c'est toujours sans langue de bois. Voilà, c'est très facile de dire voilà, j'ai trouvé l'outil qui est extraordinaire pour tout le monde. C'est l'outil que j'ai trouvé qui me correspond après avoir un petit peu exploré le monde de l'innovation managériale. Ça me convient bien et ça convient finalement à la plupart de mes collaborateurs puisque c'est basé sur des règles et dans l'administration, on aime la règle, on est formaté par la règle, ça fait partie de nous. Les codes, les lois, les décrets, les arrêtés, on en a qui arrivent tous les jours sur notre bureau, qui conditionnent notre travail, nos missions en tout cas, bah, pour rendre le service public, pour le développement durable, pour respecter l'environnement global de la vie de nos concitoyens. Et donc, on est animé par la règle. Et moi, j'avais besoin d'un outil, c'est pour ça que je suis pas en phase avec la notion d'entreprise libérée ou cette notion on fait un petit peu ce qu'on veut. Et c'est peut-être un modèle qui marche dans certaines entreprises, certaines organisations. Je ne juge pas ces choses-là. Chacun trouve son modèle. Et je suis sûr qu'il y a des entreprises ou des structures publiques qui ont un mode organisationnel en pyramide et qui fonctionnent parce que il y a un leadership naturel, parce qu'il n'y a pas de chefs qui essayent de gérer leur pouvoir absolument au détriment des autres. Donc, il y a des endroits où ça fonctionne aussi. Là, peu importe, c'est pas holacratie versus tout le reste. C'est l'outil qui me correspondait. J'avais besoin d'un outil pour libérer cette autonomie et aller chercher la puissance de chacun de mes collègues. Hein. Il y a plein de ressources et ça avance. Et donc, et on a pu s'adapter. C'est ça aussi qui est l'enseignement des 5 ans. On n'invente rien en fait. On ne fait que Suivre. s'adapter aux règles. Et ce qui m'a plu aussi, qu'on n'avait pas compris au début. Au début, on a un socle de règles. Finalement, holacratie est livré quelque part avec un socle de règles qui est Ouais. finalement aussi le résultat d'une expérience. Voilà, c'est pas des gens dans un bureau qui ont commencé à écrire le code civil, quoi. Hein, c'est lié à de l'expérience. Et donc, et après, cette règle, eh ben, on la prend
et on la triture, on la détriture si on en a besoin. C'est ce qu'on a fait en fait, hein. On a créé de nouvelles règles qui sont venues modifier la constitution initiale, alors qu'au début on pensait que c'était la loi, parce que nous on est conditionné par la loi et on essayait Ouais. d'exécuter tout ça et tout ne marchait pas forcément bien parce que c'était pas adapté à notre façon de travailler, à nos statuts ou autres. Donc tout ça on a fait évoluer parce que maintenant on a quand même une bonne pratique, on maîtrise les outils et voilà. Puis on a des bons coachs, on s'est bien formé aussi. Voilà, il y a eu la formation implémentation initiale et puis après il y a quand même 4 coachs qui ont été reçus la formation coach et tout ça. Donc, ça permet d'accompagner, d'auto-former nos collègues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on était 20 au départ, on est 20 5 ans après, pourtant la structure, elle a doublé de taille. Voilà. Hmm. Et donc, on a eu des départs à la retraite, mais on a eu des nouveaux arrivants. Et finalement, c'était facile de les accueillir, de leur trouver des rôles. Voilà, par rapport à leur mission, on a vite comment dire, absorber finalement des nouvelles communes dans nos structures. Hein, on est passé de 12 à 22 communes et de 90 000 à 180 000 habitants. Voilà, et ça tourne. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, super efficience. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même, c'est vraiment là, on est vraiment sur l'essence, vraiment très, très intéressant notre conversation. On est sur l'essence de ce qu'est Holacracy. Et je le vois de manière au-delà du SIAV, et dans la même direction, en fait, je vois bien Holacracy évoluer. Sur les cas que j'ai cités rapidement, les Apos, les Arcadie, les Scarabées et les autres, on a été amené, comme toi, à mettre en place des amendements constitutionnels, c'est-à-dire à modifier la Constitution là où la Constitution ne collait pas avec la réalité. Et ces amendements constitutionnels, ensuite, bon, alors nous, ça c'est notre job, on en a profité pour les apporter à l'échelle de la planète dans un processus d'intelligence collective pour faire évoluer la dite Constitution. Et on est en plein dedans, là, on espère sortir la 5.0, qui est la version d'après de Holacracy. Et en matière de management, il y a beaucoup de changements dans la 5.0, mais en particulier sur le management, grâce à ces expériences-là que j'ai fait remonter, en fait, on est arrivé, alors je vois, parce que ce n'est pas encore définitif, mais on est arrivé à une version de la 5.0 qui ne définit plus le leader de cercle. Parce qu'on s'est rendu compte, je me suis rendu compte dans ma pratique que le fait de définir le leader de cercle, les gens prenaient pour argent comptant ce qui était écrit dans le leader de cercle. Et par exemple, tu avais une redevabilité qui disait affecter les personnes dans les rôles et leur donner du feedback. Il y a certaines. Et puis par ailleurs, il y avait une règle qui était le résultat de ce qui avait été compris, ce qu'on avait compris à l'époque, et puis ça a évolué parce que c'est vivant, qui disait tu peux rien ajouter comme redevabilité au rôle des leaders de cercle. Et résultat des courses, il y a beaucoup de dirigeants, de managers qui ont arrêté de faire des choses qu'ils faisaient avant, parce que quand tu veux, il y avait des lacunes, il y avait même un angle mort. Quand tu veux, comment veux-tu affecter une personne dans un rôle si en même temps tu connais pas bien les attendus, enfin les compétences attendues dans le rôle, et si en même temps tu connais pas les compétences des personnes, et si en même temps tu n'accompagnes pas, tu gères l'écart avec cette personne, tu le constates et puis tu accompagnes cette personne dans le temps pour gérer l'écart avec elle à son profit à elle, pour ne pas la mettre en stress et puis aussi pour profit de l'organisation. Et du coup, pour faire court sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein d'autres, mais on est arrivé à la solution où aujourd'hui, dans la 5.0, quand elle va sortir, je pense en février et mars de cette année maintenant, on a admis le fait que le rôle de leader de cercle n'était plus décrit du tout et que donc chaque organisation qui va adopter cette constitution va avoir l'exercice au départ de définir une posture managériale avec des responsabilités managériales pour le leader de cercle. Alors, management au sens de manager le travail, hein, pas des personnes. Une posture managériale avec des modalités managériales qui représentent la façon actuelle, initiale, dont avec laquelle l'entreprise fonctionne. Et ensuite, bien sûr, et bien sûr, c'est évolutif. Ce qui a été fait à l'époque avec des amendements constitutionnels, dans ton cas et dans d'autres cas, maintenant va être partie intégrante. On n'aura plus besoin de faire d'amendements constitutionnels. Il y a une ouverture. En fait, la confrontation à la réalité a provoqué une forme d'ouverture là-dessus. Et du coup, et ce qui est vrai pour le management est vrai pour beaucoup de choses en holacratie. Donc en fait, on est vraiment et tu témoignes de ça. Enfin, quand je t'écoute, pour moi, je bois du petit lait. Tu témoignes de ça. En fait, c'est le cœur de holacratie, c'est vraiment ce nouveau réflexe et les outils qui vont avec pour permettre à tout à chacun, les dirigeants, les managers et puis aussi les collaborateurs, de faire évoluer leur outil de travail et même la façon de travailler en fonction des tensions qui sont ressenties, en fonction de la réalité, et pas dans une approche réactive, et tu l'as bien mentionné, tu as bien fait le souligner, mais dans une approche créatrice, c'est-à-dire en partant de tension au sens de l'écart entre ce qui est et ce qui pourrait être, et non pas en étant réactif par rapport à un problème. Notamment, nous, on a constaté que, voilà,
on a souhaité que certaines personnes qui avaient des compétences, on va dire, techniques dans un sujet, deviennent leaders de cercle. Par contre, ces personnes étaient très mal à l'aise avec la redevabilité qui était de nommer des personnes sur les rôles, en fait. On s'est rendu compte que, bah, voilà, parce que c'était des collègues où ils étaient au même niveau, se dire, voilà, ou d'autres disaient, bah, non, j'ai pas envie de faire ce rôle-là, ou je vais démissionner, vous voyez. Donc, et là, on était en confrontation par rapport aux règles des statuts, du fait que si on te demande quand même de faire un travail, tu dois le faire, ou une mission, et ces choses-là. Donc, du coup, on a déshabillé ces rôles et on leur a enlevé cette notion d'affecter les personnes. Et donc, du coup, l'affectation des personnes sur les rôles se fait dans notre cercle de pilotage, voilà, décidé dans mon rôle de premier lien ou de leader du cercle pilotage, mais je ne peux le décider qu'après l'avoir mis en réunion de triage de ce cercle. Voilà, on fait des propositions, on en discute et on nomme. Voilà. Et après, donc, c'est le premier lien qui affecte la personne sur le rôle, mais la décision ne lui appartient plus. Du coup, et on est passé par une étape où on va élire les gens sur les rôles. Et là, on était tombé dans un truc un peu pathos. Voilà, bah c'est bien, bah lui c'est bien. Et puis voilà, non, voilà. Donc, mais on a essayé, Ouais, voilà. Et ouais, puis on est super. arrivé maintenant à se dire, bon, on désigne la personne et c'est comme ça, pas autrement, parce qu'à un moment donné, il y a le service public qui doit tourner et voilà quoi. Mais on a rajusté juste ce qu'il nous fallait en fait et pas, on est sorti des règles complètes. On est en intelligence collective et ce qui manque en règle un peu d'autorité sur le travail, on a créé quand on en a besoin. Voilà. Ouais. Super. Du coup, j'invite tout le monde. Je vais prendre une question parce qu'il y a des questions qui sont arrivées. Je vais prendre, donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le module QR et poser votre question. Donc, première question que je voudrais te poser qui vient de l'auditoire, François Laurent. Quels outils, la question c'est quels outils d'intelligence collective avez-vous mis en place au SIAF? Alors, on utilise complètement l'outil Holacracy. Là, lui, avec les règles de la Constitution, donc les réunions de triage, c'est de la coordination entre les rôles, des réunions de pilotage, de coordination sur des projets, des actions, voilà, en fonction des cercles. Et chacun amène dans ses rôles ses besoins, les échanges, voilà, avec on va dire un pilote de la réunion qui est le facilitateur, qui est là pour aider je l'appelle le mailloticien des tensions. Voilà, celui qui va permettre que les tensions accouchent et arrivent. Il a à la fois ça et garde du corps de celui qui amène la tension, quoi, pour que la tension, elle naisse. Et donc coordination sur le triage, et il suffit de suivre le processus, voilà. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et aussi donc ce sont des cercles de thématiques, on va dire. Et on prend un par exemple qui est le cercle qui est tout ce qui est lié à l'administration juridique et financière. Donc dedans, il y a des rôles qui sont liés au juridique, aux finances ou autres. Mais nous-mêmes, on peut porter plusieurs rôles et des rôles qui seraient dans d'autres cercles. Et donc, l'intelligence collective et le facilitateur demandent c'est quoi ton besoin et dans quel rôle tu parles, parce qu'on ne peut pas amener des tensions qui viennent de rôles dès l'extérieur, sinon on vient polluer le système. Vous savez bien que pour ceux qui connaissent ces réunionites où tout le monde arrive et parle de tout et de rien, et à la fin, on ne sait plus de quoi on a parlé et on n'a pas toujours des bonnes décisions. Et donc, voilà, c'est des réunions efficaces, coordination de rôle. Ça, c'est les réunions de triage. Et ensuite, on a les réunions de gouvernance portées aussi par l'holacratie, où là, on vient jouer sur les règles du jeu, donc ou de la Constitution ou nos propres règles qui font qu'elles s'inscrivent dans la durée pour permettre à une tension n'arrive plus, par exemple. Voilà. Et donc, ça, c'est réunion un petit peu plus encadrée, où le processus est un petit peu plus rigide, justement parce que comme on va inscrire quelque chose dans le marbre, il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment. Donc, on prend en compte des réactions de chacun, comment dire, les questions, et puis les oppositions qui seraient liées sous forme d'objection. Voilà. Une raison qui ferait que si on adoptait la règle, ça nous créerait voilà, du tort ou nous ferait régresser. Voilà, c'est un peu un processus. Et donc, et c'est intéressant. Moi, parfois, j'ai amené des règles et je me suis fait renvoyer dans mes 18 mètres et c'est intéressant, ça. Voilà. Je pensais arriver avec ma règle toute bien faite et finalement, à la fin, elle n'a pas été mise parce que l'intelligence collective m'a montré à travers le regard de collaborateurs que j'allais vraiment créer du temps avec cette règle-là. Et du coup, je suis reparti avec. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est des grands moments d'humilité, ça. Question au passage, quand je t'écoute parler, parce que le processus de gouvernance, qui est un processus énorme, parce qu'il donne à celui qui s'en empare, encore faut-il qu'il s'en empare,
un super pouvoir qui lui permet non seulement d'avoir un espace de parole, bon, enfin, c'est gentil d'avoir un espace de parole si tu peux rien en faire, mais en plus, tu peux modifier la façon dont les choses changent, les choses changent, fonctionnent pardon, dans l'entreprise. Ma question pour toi, c'est, il est réputé, souvent les gens disent, ouais, mais c'est complexe ce processus, il faut avoir fait, je sais pas, bac plus je sais pas combien pour y arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, les Scaldéens, on n'a pas encore parlé, mais les Scaldéens, c'est-à-dire les habitants de la planète Siav, c'est-à-dire tous les collaborateurs de Siav, est-ce que les Scaldéens sont à l'aise avec ce processus c'est quoi le retour d'expérience là-dessus? Pas tous. Certains, voilà, n'ont pas encore compris toutes les subtilités, c'est pas grave. L'important, vous savez, quand on joue au foot ou un gamin qui commence à jouer au foot, on lui met un ballon, il tape dedans et puis il apprend les règles au fur et à mesure. Il prend un carton où il y a l'arbitre qui siffle, il y a des limites qui sont les règles du terrain, ces choses-là. Mais au début, si l'enfant il devait apprendre les règles par cœur avant de jouer au foot, on n'aurait pas beaucoup de joueurs jeunes. Voilà. Et je pense que pour voir encore des matchs avec des arbitres qui sifflent et qui mettent des cartons rouges, je pense que certains n'ont pas encore compris forcément toutes les règles et derrière les télés, il y a plein de gens qui connaissent toutes les règles mieux que l'arbitre aussi. Tout ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, Holacracy, c'est une base de règles du jeu. Il y en a quelques-unes à savoir et après, on se laisse faire. On se laisse faire dans les réunions. Il y a quelques coachs qui maîtrisent les règles et qui peuvent aider, mais on n'a pas besoin de connaître les règles pour jouer. Jouer, c'est amener ses tensions et c'est guidé par le processus. C'est ça qui est intéressant, le processus. Voilà. Vous savez, on utilise des logiciels, on ne connaît pas le programme qu'il y a derrière, on se laisse aller, il y a des questions, des réponses, on utilise des logiciels. C'est de la même façon et on ne connaît pas tout le programme informatique qu'il y a derrière le logiciel. C'est pareil. On pratique le logiciel au début. Vous savez, Word, vous ouvrez Word, vous commencez à taper du texte. Hein, et puis un jour, vous vous formez, vous avancez, puis vous savez le mettre en forme. Et puis un jour, vous faites de la programmation et du publipostage. Mais au début, vous pouvez taper quelques mots, il suffit au moins de savoir lire et écrire. Voilà. Maintenant, vous pouvez taper des lettres et des mots qui ne veulent rien dire. Peut-être pour ceux qui vont lire, mais peut-être pour vous, ça voudra dire quelque chose. Voilà, peu importe. Donc, pas besoin d'apprendre les règles, on se laisse faire. Il faut juste avoir envie de jouer. Et la seule chose qu'on a imposée, c'est le fait de jouer. Mais ceux qui n'ont pas voulu jouer se sont retrouvés seuls. Et ils ont finalement, vous savez, il y a ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le banc de touche. Puis on reste sur le banc de touche et on observe. Puis un jour, on a envie de faire le pas de côté. Et puis on rentre dedans. Et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui résistait et maintenant qui est leader de cercle. Ouais, voilà. Wow. En un mot, il est passé. Voilà. Il faut laisser le temps aux autres. Alors, c'est toujours ma volonté d'aller vers l'excellence. Donc, je pousse et des fois un peu trop d'exigence. Je laisse peut-être passer le temps à chacun de gérer sa propre psychologie. Et voilà. Donc, C'est en ce sens que je dois être davantage bienveillant et je mets souvent la barre peut-être un peu trop. Donc, il y en a un qui finalement, après des années de résistance, est devenu, il a fait le déclic, il est devenu prominent. Tu sais pourquoi il a fait le déclic? Ou ça, c'est comme ça, tout Et il a simplement? touché le fond. Il a touché le fond. Ok. Et puis, je suis allé au fond avec lui. Et puis, au fond de la piscine, eh ben, c'est où on y reste ou alors on donne un coup de pied pour remonter d'un seul coup. Et puis, je suis allé me noyer avec lui. On a donné un coup de pied ensemble et voilà. Voilà. Et voilà, mais il fallait vraiment, et il est arrivé dans une épreuve psychologique difficile, vraiment. Voilà, pour plein de choses. Pour plein de choses. En fait, tout Holacracy a réveillé plein de choses en lui. Ouais. Et il a vu aussi des comportements, de la transparence sur plein de choses, des choses qu'on ne veut pas voir. Et il faut faire le shift. Hein. C'est vraiment l'épreuve du deuil. Et pour certains, ça prend plus de temps. Pour d'autres, c'est plus rapide. Ou il y a des gens, au début, ils ont basculé tout de suite. Et en fait, la psychologie les a rattrapés après. Donc, c'est sinusoïdal. Hein. Des moments, on va bien, on va moins bien. C'est des cycles de travail, mais c'est la psychologie humaine. C'est en ce sens qu'on a un outil d'un côté et à côté, on a l'humain. Voilà. Et on sait parler d'eux. C'est tout. Et l'humain, on ne saura jamais le gérer vraiment. Faut mettre en place des conditions pour que l'humain puisse s'épanouir, mais c'est chacun s'épanouit avec ses propres critères. Voilà. Absolument. Et du coup, j'ai encore une question alors un peu différente, puis j'ai l'impression que tu y as un peu répondu, en tout cas de façon générale, en disant que ce que tu as trouvé génial, c'est qu'avec cet outil, maintenant que vous maîtrisez bien, vous pouvez vous adapter sans perturbation, hein, tu as utilisé ce terme-là, que ça ne déstabilise pas, je crois plutôt que tu avais dit. La question, elle est sur le Covid. Donc, évidemment, on est en période de Covid, donc c'est assez normal qu'on ait ce genre de questions. Est-ce que cet outil, alors, comment vous avez traversé le Covid et surtout, en lien avec Holacracy, est-ce que cet outil vous a plutôt aidé ou au contraire,
comme certains imaginent, vous avez mis Holacracy de côté pour vous occuper des choses sérieuses, mettre en cellule de crise, et puis vous avez repris Holacracy après? Ou est-ce que Holacracy, au contraire, vous a aidé à traverser cette période? Alors, Holacracy nous a aidés dans le sens où, on a eu un moment d'arrêt comme beaucoup. Quelques personnes sont restées sur le pont parce qu'il y a quand même, je veux dire, il faut quand même faire tourner la boutique, mais on a plutôt mis les gens dans un système de protection, voilà, sanitaire. Euh, Ce qui a été intéressant, c'est que là, on a repris le 4 janvier vraiment. Il y a eu toutes ces périodes un petit peu de perturbation, ces choses-là. On a eu beaucoup moins de réunions. Mais comme on a quand même un outil qui est assez abouti, les règles existent, ces choses-là, la coordination s'est faite en direct entre les personnes, on a géré. Mais on était en manque de réunions. Et là, depuis qu'on a repris le 4, on a mis en route les réunions, mais finalement, ça s'est repris là où ça s'est arrêté. Et c'est ça qui était intéressant. En fait, on a juste repris les réflexes, on est remonté sur le vélo. Après, est-ce que ça nous a aidé C'est difficile pour dire aujourd'hui. Il faut prendre du recul, mais on sent qu'on a quand même besoin de ces réunions et qu'il fallait reprendre cette coordination. On a plus, comme beaucoup, gérer les urgences, gérer pour que ça fonctionne, donner du boulot d'entreprise parce que voilà, tout le monde criait famine. On s'est dit, on ne va pas attendre pour lancer nos consultations, nos travaux. Voilà. Donc, on a laissé sur le pont le minimum vital et puis on a essayé plutôt d'être à l'écoute et bienveillant de nos collègues parce que chacun vit des situations difficiles, voire des drames. Donc, pour moi, Covid, il y a le monde d'avant, le monde d'après. Il faut apprendre à ralentir. Ce qui me paraissait urgent, les moins aujourd'hui. Et on repose. C'est pour ça qu'en fait, le Covid nous a obligés à revoir complètement notre modèle de, de façon de travailler, de nouveaux objectifs. Et Holacracy nous y aide, en fait, parce qu'on peut remettre le compteur à zéro. Voilà, les gens continuent à travailler, mais la coordination va évoluer, les objectifs vont évoluer. Et voilà, Holacracy, on tourne. Le logiciel existe, on change juste les données d'entrée. Super. On approche bientôt de la fin. Je voulais te poser une question. Si tu avais, j'aime bien cette question, si tu avais, par rapport aux enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui, SIAV, si tu avais une baguette magique, ça serait quoi? Ou je peux le dire autrement, compte tenu, on est encore début d'année, donc si on devait fêter des vœux au SIAV, il faudrait qu'on lui souhaite quoi? C'est quoi les souhaits du SIAV pour 2021, 2022? Pardon, 2022, on est oui, en 2021, je suis perdu avec les années. C'est l'âge. C'est difficile pour me prononcer dessus pour nous souhaiter parce que on est dans une période de changement institutionnel et donc voilà, mon devoir de réserve fait que je peux pas me prononcer dessus. Toutefois, je parlerai plutôt le vœu, il est plutôt général sur l'évolution des organisations et des organisations publiques. C'est euh, laisser témoigner, je suis content de pouvoir témoigner là, les pionniers, savoir prendre le recul et montrer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qui est souvent pas lié à l'outil lui-même, mais lié à la façon de s'en servir et voilà. Laisser cette place-là et moins écouter ceux qui critiquent les outils. Je peux lire des fois où la Holacracy, ça fait ci, ça fait ça, pour des gens qui ne l'ont même pas utilisé. Donc, voilà, je trouve ça souvent très intéressant, des gens qui critiquent, qui font des études sur un outil qu'ils ne connaissent pas et en tirent des conclusions. Voilà, un outil, si on s'en sert bien, ça fonctionne. Si on s'en sert pas bien, ça fonctionne pas bien. Mais il faut savoir pourquoi on s'en sert pas bien et évoluer avec. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un modèle, qui fonctionne à des endroits, pas à des endroits, mais le reste c'est l'humain qui l'utilise. Donc il faut juste faire confiance à l'humain. Chacun une part d'ombre, part de lumière. Ben voilà, l'outil montre l'ombre et la lumière, et après, il faut savoir où on navigue, où on veut aller. En fait, voilà. Le tout, c'est de s'adapter et en se réinventant à chaque fois que voilà le monde change autour de nous. C'est plus ça. Et moi, j'invite vraiment tous mes collègues dans le public et ceux qui nous écoutent à se rapprocher de nous, à échanger. On a déjà reçu des collectivités, certaines qui veulent écouter ce modèle-là, vont voir d'autres, essayent. Le tout, c'est d'essayer. Et puis, s'il y a des DGS qui m'écoutent ou des DRH, voilà, franchissez le pas d'autres choses, prenez le risque. Et puis, on ne va pas mourir, en fait. Hein. Pas grave. Super, merci beaucoup François Laurent. Du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a encore d'autres questions, rebondir sur l'invitation de François Laurent. N'hésitez pas à le contacter pour poser vos questions. Du coup, on arrive vraiment là à la fin. Je ne veux pas qu'on soit dans le rush. À la fin du temps, en tout cas, qui nous est alloué, j'ai à cœur de terminer à l'heure.
On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'avais prévenu à l'avance. Sachez qu'on on organise d'autres webinaires. La prochaine fois, ça sera avec un grand groupe, avec Sanofi, un acteur du changement interne, Sanofi, qui s'est formé, tu as dû croiser peut-être François Laurent, qui s'appelle Éric Boyer, qui était à la formation de praticien, de coach, et aussi la formation d'excellence managériale qu'on a faite il n'y a pas longtemps avec eux. Et puis après, on aura Hugo Mouraret, que tu connais bien, qui est de Scarabée Biocop, qui pratique aussi holacratie depuis plusieurs années. Voilà, vous allez recevoir des informations. On a un mail de follow-up, c'est pas moi qui le fais, mais vous allez avoir tous, si jamais vous étiez intéressé par certaines choses, vous auriez les pointeurs pour répondre. Si vous voulez poser des questions, vous n'avez pas les coordonnées des uns des autres, répondez sur le mail et puis on fera passer. Si vous êtes intéressé par ce que nous on appelle le management constitutionnel, qui englobe holacratie, mais qui est un petit peu plus loin, qui intègre justement tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, et notamment les évolutions de la Constitution, alors il y a plusieurs choses possibles. Le parcours 360, il y a la formation de praticiens, l'accompagnement dirigeant, et puis excellence managériale. Enfin, il y a plein de trucs, je ne vais pas développer ça. Donc, il y a pas mal de choses qui sont à disposition. Pour terminer, je nous propose de faire un tour de clôture. Hein, François Laurent, tu connais ça, les tours de clôture. À chaque fois qu'il y a une réunion, que ce triage gouvernance, il y a un tour de clôture à la fin. Et du coup, je te propose un petit tour de clôture. En quelques mots, on a moins de 3 minutes, donc je vais vraiment terminer à l'heure. Finalement, en prenant un peu de recul par rapport à tout ce que tu as pu partager aujourd'hui dans ce webinaire, dans cette séquence, qu'est-ce qui émerge quand tu prends ce recul par rapport à cet espace? Je ne regrette rien. De toute façon, en général, dans la vie, je ne regrette pas grand-chose. On apprend. Dans la vie, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui me plaît bien, qui s'appelle Pouvoir illimité. Et dedans, il y a un mot d'ordre qui est: il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Voilà. Et holacratie est vraiment fait pour ça. On constate, il y a le résultat d'une expérience, le résultat d'une pratique et qui a créé des tensions. Et bien, on prend en compte le résultat et on évolue. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Et aujourd'hui, en étant passé par des hauts, par des bas, et je suis sûr qu'il y en aura encore, voilà, c'est toute l'humilité face aux choses de la vie, au monde. Voilà, toutes les certitudes ont été cassées par le Covid, toutes les entreprises se réinventent. Je vois beaucoup d'entreprises privées qui se réinventent et j'espère que le public, les entreprises publiques vont se réinventer aussi. Je sais qu'il y a des expériences, on en fait partie et tout va aller plus loin, plus vite et il faut s'adapter. Voilà, c'est la force de l'être humain et mettons à notre service les outils qui vont bien, qui évoluent et peut-être holacratie demain, il y aura d'autres modèles qui viendront les supplanter et pourquoi pas. Voilà. Merci à tous en tout cas, j'étais ravi. Merci beaucoup François Laurent. Merci beaucoup pour ton partage, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai pas vu le temps passer et ce que je retiens, c'est 2 mots. C'est à la fois ton expression, on ne laisse pas aller la structure. On était sur la question du lâcher prise, c'est un peu subtil. Souvent, les gens se méprennent sur l'utilisation du mot lâcher prise, enfin, en tout cas dans mon expérience. Donc, c'est pas, on ne laisse pas aller la structure, mais il y a une forme de lâcher prise par rapport au mental, au profit de la réalité. Et c'était vraiment le trait d'union tout au long de la séance. Je vous ai expliqué à maintes reprises que finalement, on suivait les tensions qui sont apportées par la réalité. Et je trouve ça super parce que c'est vraiment l'essence de la pratique. En tout cas, c'est pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. Merci encore François Laurent, merci à tous et à toutes pour vos questions et puis je vous souhaite une bonne après-midi, au plaisir de vous revoir. Merci, au revoir. Au revoir.